qui connaissent les jeux vidéo. Et puis il y a une autre caméra qui généralement est fixée par là, comme à droite, qui filme mon visage. Ça me permet de commenter de manière un peu, commenter un peu en direct ce que je vis, d'expliquer ce qui se passe, et puis de parler directement aux futurs spectateurs. Donc j'ai l'impression un peu que les gens qui regardent les émissions sont avec moi. Je ne sais pas qui me connaît en fait parmi vous. Tout le monde. Donc voilà, quand vous regardez, j'ai vraiment l'impression que vous êtes avec moi dans ces cas-là, et je m'adresse directement à vous. Ça donne, moi ça me donne un peu de courage, et puis ça donne un peu au reportage une dimension, je crois, un peu immersive, qui est, je pense, assez unique, enfin, jusqu'à présent était assez unique dans ce genre d'émission. Voilà. Donc ça c'est la caméra infrarouge, ça permet de voir dans le noir, mais ça peut révéler aussi des choses que nos yeux ne voient pas. On va s'attarder un peu sur le phénomène des orbes, qui fait un peu polémique sur ces taches blanches. Alors là, on n'en voit pas apparemment. Vous en avez vu depuis tout à l'heure ou pas? Donc, pas d'ordre. Si vous voyez un truc chelou, vous me le dites. Hein. Ok, j'enregistre pas. Allez, c'est parti. Ça enregistre. Bonjour. J'enregistre avec un peu de retard. Ce sera sans doute sur YouTube si je juge que c'est intéressant à mettre sur YouTube. Donc... Maman, je passe à la télé. Oui, profitez-en, c'est bon. Voilà, donc on va parler un peu des orbes. Donc ce genre de choses que ce genre de caméra infrarouge permet de voir assez facilement. Donc ce sont ces taches blanches qui vont se déplacer souvent très doucement. L'intérêt, c'est que vous voyez, cette caméra a une pas forcément en grand écran comme ça, mais une très bonne qualité d'image. Et en plus, elle est associée à une torche infrarouge qui est sur le dessus, qui permet d'augmenter encore la capacité la qualité de captation vidéo dans le noir. Donc en fait, voilà, si je l'éteins, vous allez voir, tout de suite, on voit encore moins bien. Donc là, on voit mieux. Donc en gros, choper une orbe, en tout cas une tache blanche qui se déplace dans une pièce avec ce type de caméra, c'est pas très fréquent. Et en général, c'est rarement une poussière ou un insecte, car cette caméra, si c'est un insecte, on va vraiment voir le déplacement de l'insecte, on va vraiment voir ses ailes. Et si c'est une poussière, on peut faire la différence. Les caméras bas de gamme ou les téléphones portables qu'on filme avec, souvent ça fait des nuées. On va avoir vraiment des centaines de petits points lumineux, de petits points blancs qui vont se déplacer. Dans ces cas-là, c'est de la poussière. Alors, tout ça pour dire qu'avec cette caméra en général, on peut faire la différence. C'est avec cette caméra aussi que j'ai filmé une brume dans l'épisode 2 qui se passe à Tanaïs. Et cette brume, pour moi, je sais pas, moi je ne l'ai pas vue sur le moment parce que je me retourne et je ne regarde pas dans mon petit écran de retour qui n'est pas très grand. Je ne regarde pas dedans à ce moment-là, je regarde là. Et je me demande si j'ai pu voir cette brume ou si seulement l'infrarouge permettait d'avoir. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce type d'appareil, les caméras infrarouges, tout ça? N'hésitez pas. Ou alors on pose des questions après, je continue. C'est comme tu veux, moi je m'adapte. Est-ce que ça vous intéresse que je raconte des choses? Oui. D'accord, ok. Je continue. On serait pas là. J'ai amené un autre appareil, alors que je n'ai pas encore utilisé en enquête, j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. C'est une toute petite. En fait, j'ai commencé mes enquêtes avec un thermomètre infrarouge. Enfin, oui, c'est un thermomètre laser, pardon. Un thermomètre qui permet d'avoir la température à l'endroit précis où on fixe. Par exemple, je sais pas. Le monsieur qui est là, voilà, avec le thermomètre, peut savoir qu'il va être à peu près à 37 degrés. Oui, c'est pas très chaud. Et ensuite, j'ai acheté une soi-disant caméra thermique, mais vraiment bas de gamme, que j'utilise dans les épisodes les plus récents, et qui coûtait quand même déjà assez cher, mais dont le rendu était vraiment pas terrible. C'est-à-dire très peu de détails à l'écran et des estimations thermiques un peu foireuses. Donc récemment, j'ai fait l'acquisition de cet appareil, qui est tout petit, qui est gros comme un téléphone, et qui permet d'avoir quelque chose de super précis. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer. Donc là, vous voyez que quand il y a l'infrarouge, on ne voit rien du tout. On va essayer de la mettre devant. Wow. Forcément, tout ce que vous voyez en jaune, c'est vous.
Il y en a un qui est mort. Et donc imaginons, je regarde au plafond, donc là on voit encore la chaleur des lampes, vous voyez, elles ont été éteintes il n'y a pas très longtemps, donc on a encore une rémanence de chaleur. Mais on peut imaginer que si on a une zone de froid ou une zone chaude, elle puisse apparaître, pourquoi pas former une forme un peu humanoïde. C'est ce qui est arrivé dans certains épisodes d'autres chasseurs de fantômes, moi jamais jusqu'à présent, parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut. J'ai bon espoir que ça me permette éventuellement, dans le cas de zone de froid que je ressentirai, de pouvoir voir quelque chose d'un peu plus précis. Et ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas normalement. Est-ce que quelqu'un peut me rejoindre? Tu peux venir? On va choisir le premier rang. Ah, ou toi, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais filmer le... Alors là, je filme la table. Vous voyez qu'il n'y a rien. On va faire de la magie. Et vas-y, pose ta main sur la table. Donc là, vous voyez sa main. Tu la laisses un peu. Enlève ta main. Donc en fait, ça révèle l'empreinte de la main alors qu'elle est totalement invisible a priori. Voilà. C'est juste pour montrer que ça peut permettre de voir des choses que l'œil ne peut pas forcément voir. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Non, c'est bon, pardon. Merci. Alors, un appareil qui est utilisé par certains chasseurs de fantômes, que moi j'ai jamais utilisé, ça ressemble à un stylo. D'ailleurs, c'est pas un stylo en fait. C'est ce qu'on appelle un laser grid. Est-ce que vous connaissez? Ça projette en fait ça. C'est super sympa en fait. Ah ouais, les Xbox. Mais, donc ça projette un laser et qui ensuite est, le terme exact, je ne vais pas l'avoir, c'est défracté, j'en sais rien. Défracté, merci. Super. Il est défracté en plusieurs faisceaux grâce à un petit système, j'imagine, de miroir, des choses comme ça. Et donc l'idée, je vais par là parce que je ne sais pas trop comment on va faire. Je ne sais pas si c'est dangereux. L'idée, c'est qu'en général, on pose comme ça reste statique. Et puis, on met une caméra qui filme. Et si une entité ou quelque chose passe dans le faisceau laser, là, ça apparaît. Ça peut être plus long. Voilà. Ou éventuellement, si vous regardez ma main, on va voir les rayons qui s'arrêtent un peu plus tôt que le mur. Alors certains l'ont utilisé, certains ont des résultats. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai ça dans mes affaires et jamais je l'ai sorti. Je ne sais pas pourquoi. Je l'oublie à chaque fois. Et je ne suis pas convaincu. Et je l'ai amené parce que ça ne prenait pas de place. En fait. Et puis j'ai amené un appareil que j'ai pas depuis très longtemps. C'est un Melmeter. Est-ce que vous connaissez le Melmeter? Oui. Ne regardez pas vraiment les épisodes alors. Non, je l'ai affouché ça. Donc un L. On peut peut-être rallumer maintenant. Sauf si vous voulez qu'on reste comme ça et que je remette l'infrarouge. On va rester comme ça. Ah ouais, non, ben laisse. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est un Melmeter qui a plusieurs usages. Le premier, c'est qu'il prend la température ambiante. Vous voyez, c'est marqué 21 degrés. C'est bien. Les chiffres au-dessus, c'est en milligauss et c'est une indication des champs électromagnétiques. Alors il paraît que les fantômes dégagent, je commence à le croire, une forme d'énergie électrique qui se déplacerait dans l'air. Et on va s'approcher, pour l'exemple, si je m'approche de ça, ça peut se mettre à révéler quelque chose ou pas. Plutôt pas que... 0,1, c'est pas énorme. On est en train de chercher un fantôme, c'est pour ça. Il n'y en a pas ici. Non, téléphone portable. Donc il faut quand même, vous voyez, pour que ça se mette à réagir, il faut quand même quelque chose d'assez costaud. Il a une troisième fonction. Vous avez pu utiliser un pod déjà. Enfin, c'est un pod. En fait, il a cette fonction-là aussi, avec une antenne. On pose, et puis si l'entité s'approche, il va se déclencher. Voilà, de cette façon. Voilà, il se mettra à sonner avec les diodes qui clignotent. L'idée, c'est que si cet appareil-là, par exemple, maintenant, se mettait à se déclencher, on pourrait se poser des questions. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, voilà,
mis quelques outils, enfin quelques appareils que j'utilise un peu pour vous montrer tout ça. Si vous avez des questions, je vais y répondre, ce sera plus simple. Sinon, ça va être un monologue. Et puis pour ceux qui regardent des vidéos, je pense que vous connaissez pas mal de choses déjà, puisque je ne sais pas qui regarde des vlogs aussi parmi vous. D'accord. Donc vous savez tout, même de ma vie privée. Ok, donc vous connaissez déjà très bien. On va faire passer un micro, je ne sais pas qui se pose, je pense que c'est le plus simple. Je vais la mettre sur un trépied. Alors, juste le temps, je ferai commencer à faire partie du micro une fois qu'il aura fini de remettre sa caméra. Et ensuite, vous levez la main et au fur et à mesure, j'amène le micro pour poser la question. C'est la question. Je sais pas si vous avez des questions sur les épisodes, sur les prochains. Sinon, je continue à parler tout seul. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà prévu les lieux pour les prochains épisodes ou est-ce que tu as des idées de tournage pour les prochaines vidéos? Bonjour, alors j'ai pas mal d'idées pour les prochains épisodes. Malheureusement, je ne peux pas trop dévoiler les endroits parce que j'ai toujours peur que des gens s'y rendent maintenant. C'est ce qui est un peu arrivé jusqu'à présent. D'ailleurs, je voudrais juste voir un truc. Qui parmi vous a déjà été à Tanaïs? D'accord. Ça fait... je pensais qu'il y avait plus de monde. En fait, il y a pas mal de gens maintenant qui vont à Tanaïs. Tanaïs, c'est là où j'ai fait la deuxième enquête. Et j'y retourne de temps en temps. Et à chaque fois, je rencontre des gens qui me connaissent maintenant quand je vais là-bas. Enfin, j'évite de dire les lieux. Oui, j'ai déjà 2-3 lieux en tête. Après, là, j'attends une autorisation pour le prochain. Et en général, je fonctionne surtout. En général, je fais un tournage, je fais le montage, je le mets en ligne, je diffuse sur Internet, et c'est après seulement, je me pose à nouveau la question du prochain reportage. Je fonctionne vraiment comme ça. Donc, j'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs choses de côté, mais rien de précis encore complètement. Ça dépend aussi. Enfin, s'il y a un lieu que j'aimerais beaucoup faire, c'est un sanatorium en fait, qui se trouve en Gironde. Et j'ai déjà donné trop d'infos. Et je crois qu'il n'y avait jamais eu d'enquête dans cet endroit-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, parce qu'il va falloir demander des autorisations et surtout les obtenir. J'ai bon espoir que ça se fasse, et si ça se fait, ça fera certainement l'objet du prochain épisode. Donc, voilà. Salut. Bonjour. C'était pour te demander, quand tu as utilisé pour la première fois le térémine, est-ce que tu as réfléchi ce qui s'est passé quand tu as demandé à peut-être l'esprit qui était là de jouer des notes, ça a trouvé une explication naturelle? Alors, ce qui me pose souci, moi, parce que c'est assez surprenant, c'est que le térémine n'a jamais redonné de résultat dans les enquêtes suivantes. Et c'est un appareil que j'emmène à chaque fois. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Celui que j'avais dans l'épisode dont tu parles, j'en emmène un qui est plus petit maintenant. Alors, est-ce que ça joue? J'en sais rien. Alors, pour revenir à ta question, le térémine s'enclenche une première fois. La première fois n'a rien à voir avec les fois suivantes. Donc, la première fois, on a une note constante qui monte tout doucement. Donc, le son, la note monte. Et je me demande si c'est pas un problème de paramétrage de ma part, si finalement ce serait pas un bug, mais moi qui ai mal configuré l'appareil. Parce qu'en fait, je commence à quitter la pièce et il y a ce son qui se met à jouer. Par contre, donc voilà, pour y avoir réfléchi, aujourd'hui, je me demande si c'est pas un mauvais paramétrage de ma part. Pour les 2 fois suivantes, par contre, là, j'ai aucune explication. C'est plus troublant pour moi. C'est le térémine qui se met à jouer vraiment, pour le coup, je suis vraiment pas du tout à sa proximité. Le réglage autour de l'antenne est beaucoup plus étroit. Donc il n'y a aucune raison qu'il se mette en route tout seul. À moins qu'un oiseau ou une chauve-souris soit rentré dans la pièce et voleté autour de l'antenne. Ce qui, à mon sens, n'est pas le cas, parce qu'aucune de mes caméras n'a capté ce genre d'animal, et que moi-même, à un moment, je regarde à l'intérieur et je ne vois rien, et pourtant, c'est en train de jouer. Donc voilà. Et moi, ce qui me surprend le plus, et ce qui m'ennuie, parce que c'est un appareil qui avait donné de bons résultats, c'est qu'il n'en donne plus du tout. Et qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de résultats avec cet appareil. Et là encore, ma dernière... Ah bah non, je spoil là. Tant pis. Le prochain épisode qui va sortir, voilà, le térémine ne donne aucun résultat une fois de plus. Voilà. Bonjour Gus. En face. Là. Oui, bonjour. J'ai une amie qui ne peut pas être présente et elle avait une question, c'était pourquoi est-ce que tu veux absolument savoir ce qu'il y a dans le noir au détriment de ta sécurité?
Savoir ce qu'il y a dans le noir. Dans l'ombre. C'est-à-dire me mettre dans le noir total, Ouais. juste avec une Oui, torche, voilà. Alors, en gros, pourquoi on se met dans le noir pour faire ce genre d'enquête, finalement, si je dois... Ben, disons que c'est plus facile de voir les entités, voilà, mais quel est ce besoin d'aller dans l'ombre? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je vais être très franc. La première, c'est que je pense que pour le spectateur qui cherche un peu de frisson, je pense que ça va le faire plus frissonner de voir quelqu'un dans le noir, dans un endroit un peu glauque qu'en plein jour. Moi-même, je n'ai pas la même sensation. Après, c'est beaucoup plus calme. Je prends l'exemple, parce que c'est très frais que je suis en train de travailler dessus. Le dernier lieu où j'ai été, de jour, tu t'y sens très bien. Par contre, tu entends énormément de bruit. Les oiseaux, c'était... alors, je suis allé à Orthez, pour ceux qui connaissent, dans la tour Montcalm, qui est une tour qui est en plein milieu de la ville, et, dans les hauteurs. Donc, dans la journée, on entend les voitures, on entend les gens, il y a énormément de bruit. Par contre, dès que la nuit est tombée, c'était le calme absolu. Donc, en fait, vraiment, la vraie raison, c'est ça, c'est de se retrouver dans le calme le plus total. Donc, la nuit, en général, c'est plus calme, et de pouvoir avoir les sens beaucoup plus en éveil. Je pense qu'on est beaucoup plus attentif. Et puis, l'autre truc, je me demande parfois si les entités, les fantômes, tout ça, n'auraient pas tendance à plus facilement se manifester la nuit. Pour quelle raison, j'en sais rien. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'à Fougeray, en fait, on avait des manifestations en plein jour. Des voix, des choses comme ça, le pod qui a réagi. Mais je me dis aussi que peut-être la nuit, ces entités auraient peut-être moins peur de se montrer pensant qu'on ne les verrait pas. Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais après, oui, au détriment de la sécurité, je suis hyper prudent de toute façon. Donc je fais vraiment très attention. Si je vois qu'un plancher est dangereux, je ne vais pas m'aventurer dessus. Je ne sais pas si je réponds correctement à ta question. Si, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais me mettre debout parce qu'on ne voit pas du tout là-bas, je suis derrière. Bonjour Guillaume. Bonjour. J'aurais deux questions. C'est quoi ça? D'accord. Deux questions si c'est possible. La première, c'est par rapport au fait qu'il y ait souvent du matériel qui était complètement chargé et qui se soit soudainement déchargé. Je voulais savoir est-ce que tu t'es renseigné pour savoir si dans d'autres tournages, pas forcément spirituels, il y avait déjà des problèmes électroniques de ce type ou si c'est vraiment, ça pouvait être vraiment d'origine surnaturelle. Alors, très bonne question. J'ai discuté hier avec des gens. En fait, dans mon dernier tournage, j'ai utilisé le H4, donc un enregistreur numérique, avec des piles toutes neuves, parce que systématiquement, au début d'enquête, je change toutes les batteries, je les mets à ce moment-là, donc elles sont neuves. Et mon enregistreur numérique a tenu, je sais pas l'épisode, mais c'est pas grave, a tenu à peu près 30 minutes. Généralement, ça dure 2h30 ce genre d'appareil. Enfin, ça tient 2h30, ça a 2h30 d'autonomie avec des piles, on va dire 2 heures. Et donc hier, j'en parlais, je racontais ça à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser cet appareil qui m'ont dit « Ah mais nous aussi, c'est super fréquent que même avec des piles neuves, selon la température, s'il fait froid, chaud, tout ça, que l'appareil soit vide au bout d'une demi-heure. » Donc dans le cas de l'enregistreur numérique, j'avais une réponse effectivement, qui rejoint ta question, c'est que ça peut arriver. Par contre, ce qui est surprenant, si je prends l'exemple récent de Fougeray ou même d'autres, c'est quand ça devient, quand c'est trop d'appareils. Quand tu as tour à tour 4-5 appareils qui finissent par... le plus dingue pour moi, c'était au Montil, c'est l'épisode 4 ou 5. 4. Le Montil, où j'ai passé ma soirée à changer les batteries des caméras, toutes les 45 minutes, et c'était systématiquement, quasiment quoi, et c'était des batteries qui permettent de tenir 2 heures, 2 heures et demie, et qui se vidaient à une vitesse folle. Donc par contre, c'est très récurrent. Tous les enquêteurs en paranormal ont systématiquement des problèmes liés à leurs appareils, les batteries qui... Après, c'est vrai que plus on a de matériel, plus on a de chance aussi d'avoir des problèmes. Et c'est récurrent. Donc on dit, pareil, que c'est les entités qui puisent l'énergie des appareils pour généralement se manifester ou réussir à entrer en communication avec nous. J'ai tendance à le croire. Vu l'expérience que j'ai avec ça aujourd'hui, c'est vrai que systématiquement, c'est un problème récurrent. Le plus dingue en fait, a été Athanaïs, où là, j'ai 2 caméras qui sont tombées en rade, en simultané quasiment, à une demi-seconde près. La GoPro qui filmait mon visage et la caméra qui filmait ce que je vois, qui tombe en rade d'un coup.
alors qu'il n'est pas au bon endroit, sincèrement, parce qu'en plus, changer des batteries en pleine forêt avec juste une lampe de poche, c'est pas simple. Voilà. Et juste la deuxième question, c'est par rapport au temps de tournage et après de visionnage. Le temps de tournage, c'est environ toute une nuit, donc ça s'estime à combien d'heures de vidéo? Ça dépend. Non, en fait, c'est assez dingue parce que la plupart des enquêteurs restent des nuits complètes, parfois plusieurs nuits. Et moi, en général, c'est souvent des sessions très courtes qui sont liées soit à des événements qui vont se passer. Les tournages les plus longs, ça a été au Montil et à Fougeray. Fougeray, on est resté, parce que je remettais avec moi, de 10h le soir, sans compter l'après-midi, 10h le soir à 5h du matin. Et le Montil, je crois que je suis reparti vers 2-3h, en y étant arrivé vers 9h30. Mais en général, Orthez, là où j'étais, je spoil l'épisode, c'est pas grave. Orthez, ça a été très très court. J'ai dû faire, ça a dû durer 1 heure le soir, 1h30. J'ai dû quitter l'endroit. Vous direz pourquoi. J'ai dû partir, voilà. Donc, pour diverses raisons. Donc le temps de tournage, c'est relativement court en ce qui me concerne. Par rapport au temps de visionnage, le fait de revoir toutes les caméras. Voilà, par contre c'est très long. Fougeray, ça a été très long parce qu'il y avait 1, 2, 3, il y avait peut-être 4-5 caméras. Et à chaque fois, c'est 5-6 heures. Et en plus, chaque caméra filme à peu près les mêmes moments sous des angles différents. Donc tu te retapes un peu à chaque fois la même chose. Donc il faut regarder très précisément ce qu'il y a peut-être à l'écran. Et écouter aussi avec le son assez fort pour voir s'il n'y a pas un son, une voix étrange, quelque chose. Et donc c'est pas très dur comme travail en soi. C'est plutôt agréable, j'adore faire ça. Mais au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Surtout au moment où tout d'un coup, tu te rends compte que tu regardes plus ton écran. Tu vas pas, t'es là, t'es mince, et il faut revenir en arrière un petit peu et regarder. Donc voilà. Bonjour Gus. Bonjour. Est-ce que vous ferez un jour une vidéo dans un camp de concentration? Wow. Pourquoi tu voudrais dans un camp de concentration en fait? Parce que c'est un lieu chargé d'histoire et où il y a eu beaucoup d'essais. Et je pense que ça serait une bonne vidéo. Il y aurait beaucoup de manifestations, je pense. Je sais pas. Oui, non, sûrement. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Oui, forcément. Après, c'est un lieu assez glauque. Hein. Donc, c'est un lieu chargé d'histoire. Je ne sais pas s'il y a des camps de concentration en France. Vous savez ça ou pas? Il y en a un? Ça se trouve où? C'est sur une frontière, mais il a été très caché pendant longtemps. D'accord. Et voilà. Après, la question, c'est est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans ce genre d'endroit? Il y a un patelin. Alors, comment ça s'appelle? Qu'on peut visiter aujourd'hui. Bon, si, voilà, Roi-d'Ossola. Je m'étais un peu renseigné, c'est un endroit où j'aimerais bien aller aussi, où il y a eu un massacre. C'est un peu glauque de dire j'aimerais bien aller dans un lieu où il y a eu un massacre. C'est ça qui est bizarre, la démarche est un peu spéciale. Mais oui, c'est des lieux qui sont intéressants, ça c'est sûr. Après, il faut s'accrocher, quoi, je pense. Mais oui, pourquoi pas. Je voulais juste savoir si tu te souviens quelque chose qui était quand tu étais endormi devant la caméra, surtout de Tanaïs, quand tu es parti dormir dans la maison endormie qui avait été tu veux savoir si je me souviens de choses pendant que je dors en fait? Non, enfin, c'est parfait parce que par contre, tu avais montré un coup et tu avais peur parce qu'apparemment c'était trop, quelque chose comme ça. Voilà, d'ailleurs, j'en ai déjà trop montré. À l'époque, quand j'ai découvert, pour revenir sur Tanaïs, donc sur la fin de l'épisode, où on va appeler un blackout, hein. Certains appellent ça une possession, moi j'ai pas envie d'appeler ça comme ça. Je sais que quand j'ai découvert les images, j'ai montré les images à mes proches, et à d'autres enquêteurs, tout le monde m'a dit c'est trop. Enfin, ils n'ont pas tout vu. Hein. Et certaines choses qu'ils ont vues ou certaines choses qu'ils ont découvert et nous disent c'est trop fact, c'était le terme de certains facts, donc c'est trop gros, c'est trop fou. Tu ne peux pas montrer ça dans l'épisode. Et je sais qu'à l'époque, je me disais, certains me disaient tu devrais en rester à la brume, qui est déjà juste énorme, cette brume que tu filmes, le bruit qu'il y a après, ton arrivée dans la maison. Je sais qu'il y a un toc, c'est le sommet qui a priori bouge derrière moi, et on m'a dit tu devrais en rester là. Et finalement, moi j'ai montré, j'ai quand même expliqué ce qui m'était arrivé sans trop en montrer non plus. Je me souviens de rien de la période où j'ai dormi. Je me souviens de pas grand chose juste après, et petit à petit je reprends mes esprits et je rejoins ma voiture. J'ai mis presque 1 heure. Enfin, ceux qui sont à la Ténaïs,
Vous voyez que de la maison K à l'endroit où je pouvais carrer, c'est-à-dire à côté du château, il n'y a pas 1 heure de marche. Mais j'ai mis un peu plus d'1 heure à rentrer en pleine nuit ce soir. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question. En tout cas, je ne donnerai aucun détail supplémentaire sur ce qui s'est passé. Si je n'ai pas diffusé les images, c'est que je ne souhaite pas en parler plus que ça. D'ailleurs, c'est plus une expérience que je cherche à pas oublier, mais à occulter. Ouais. Donc, surtout que ça a été assez dur ensuite. Sincèrement, c'est ce que je devais arrêter Chasseur de fantômes suite à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pas du tout, pas vraiment. Un peu. C'était pour te demander, à ton retour de Tanaïs, quand tu es rentré chez toi, tu l'as dit directement à ta femme ce qui s'était passé ou tu... Ma femme était en train, était à 2 doigts d'appeler des secours pour qu'on vienne me chercher parce qu'il était tard, et qu'elle s'inquiétait, que ça faisait 2h30. On avait un deal, quand je l'ai raconté dans un vélo, je crois. On avait un deal, je devais lui envoyer un SMS tous les 3 quarts d'heure pour lui dire tout va bien. Et ça faisait, je crois, 2h30, où elle n'avait plus de nouvelles, et donc elle ne pouvant pas venir me chercher parce qu'on a des enfants, donc elle ne pouvait pas quitter la maison et laisser les enfants tout seuls, elle était à 2 doigts d'appeler, elle hésitait entre est-ce que j'appelle les pompiers, est-ce que j'appelle des potes pour qu'ils aillent voir. Et puis c'est quasiment à ce moment-là que je suis rentré et je lui ai dit écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, il faut que je regarde la caméra. Je sais que la seule chose que je répète en boucle, il faut que je regarde la caméra, il faut que je regarde ce que j'ai filmé, il faut que je regarde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et les souvenirs que j'ai, c'est d'être rentré même à... Je crois que je roulais à 20 km/h avec ma petite voiture sans permis. En fait, de chez moi à Tanaïs, il doit y avoir même pas un quart d'heure de route, tu vois, et je crois que j'ai mis 3 quarts d'heure à route. Là, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vécu un truc de dingue. C'était pas ça ta question, hein? C'était quoi? C'était pour savoir si tu lui avais dit ou si tu avais attendu un peu avant de dire ce qui s'était passé. Mais en fait, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Moi, je me souvenais d'être complètement à la ramasse jusqu'à ce que j'arrive chez moi, complètement épuisé. Et le lendemain, on a commencé à... Je ne sais plus du tout si j'ai regardé le lendemain, si je n'ai pas attendu. Mais je sais que j'ai mis 3 jours à récupérer. J'étais épuisé, mais comme j'ai rarement été épuisé, pourtant, dans le passé, j'ai fait beaucoup de musique, donc je faisais des lives dans des soirées techno. Donc les nuits blanches, je connais, et j'ai jamais été fatigué comme ça, quoi, vidé, totalement vidé. Mais oui, on en a parlé assez vite, et c'est la première qui a vu certaines des images, et qui m'a dit, oui, non, ça, tu peux pas le diffuser. Elle n'a pas tout vu, en plus. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir, ayant été déjà 2 fois, j'aurai prochainement une 3e fois, la question de la porte, la poignée, comment ça se fait qu'elle est restée comme ça dans la main? Mais je ne sais pas. Je suis allée plusieurs fois, donc c'est ça m'intéresse, vous êtes allé à Fougeray? Oui. L'année dernière, 2 fois, et là on y va avec un groupe, on y va à 10. À 10, d'accord. Ouais, et donc c'était pour savoir, parce que je l'ai manipulée, moi, cette porte, pendant 2 fois. Ça s'ouvre bien, généralement. Donc, moi, j'en sais rien. Super bien, voilà, quoi, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, le château est abîmé, ok, mais la porte, dans tous les cas, elle s'ouvre, elle se ferme sans problème. Hein. Alors certains, je sais qu'il y a des commentaires un peu pas négatifs, mais qui ont dit il en fait trop avec sa porte. Mais moi personnellement, ça rejoint un peu le sentiment que j'ai eu sur le moment. Moi personnellement, je ne connaissais pas le château, j'étais pas rentré. Tout ce que vous voyez dans l'épisode, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que j'arrive, la forêt, je la traverse pour la première fois, j'arrive devant cette porte pour la première fois, je prends la poignée pour la première fois, je vais pour rentrer, c'est la première fois que je viens et j'ai cette poignée qui me reste dans la main. C'est vrai que sur le coup, moi je suis stupéfait parce que normalement la porte devait être ouverte et puis tout est fait pour que je puisse rentrer faire ma visite. Et c'est vrai que ça contrecarré un peu mes plans de tournage, puisque ça devait se passer comme ça. Et 2, je me suis demandé, sincèrement, je me suis dit, mais c'est quoi est-ce qu'il y a un signe derrière ce truc-là? Est-ce qu'on nous dit, vous n'êtes pas le bienvenu ici? Je ne savais pas du tout. Et j'ai pas de réponse à vous donner parce que je me suis dit, que j'ai pensé que la propriétaire avait peut-être prévu le truc. Non, mais elle m'a dit que non, donc je lui fais confiance, mais j'ai pas de réponse à donner là-dessus. Alors certains ont dit que j'en avais trop fait avec cette porte, mais moi personnellement, faut vraiment se mettre à ma place, quoi. Tout seul, arriver devant le château de Fougeray, qui est quand même connu pour sa hantise, vouloir ouvrir la porte et se retrouver avec la poignée dans la main, ouais, ça fait bizarre. Voilà. Est-ce que je réponds? Oui. Bonjour, c'est pour savoir en fait si avant cette émission, Chasseur de fantômes,
fantôme, il t'est arrivé quelque chose de peut-être paranormal qui t'a poussé à faire tout ça, savoir ce qui se passait derrière, n'importe quoi. Alors j'ai vécu pas mal de petites choses plus jeunes. Quand j'étais gamin, en fait, j'ai découvert les Ouija, donc les tables, enfin pas les tables, mais enfin le verre avec les lettres. Donc on était à l'école, on était en collège, et on dessinait des lettres sur des petits bouts de papier, on les mettait en cercle, oui, non, on prenait un verre avec les copains et les copines, et on faisait ça à l'école. Je ne le conseille pas forcément. Donc moi après j'ai fait ça avec mes frères et sœurs, et puis j'ai passé une très très mauvaise nuit suite à... quand t'es gamin, quand t'as, je sais pas, je dois avoir 13 ans, tu racontes un peu des conneries. Et apparemment,